Au milieu des années 1980, un homme est devenu synonyme de coups de pied acrobatiques, d'étoiles de lancer et de masques noirs. Il s'appelait Michael Dudikoff, et pendant un bref instant, aussi explosif qu'éphémère, il fut la valeur la plus en vogue du cinéma d'action hollywoodien. Les studios lui promettaient monts et merveilles, le comparant au prochain James Dean, au prochain Steve McQueen. On lui faisait miroiter Spider-Man et Superman comme des carottes suspendues devant lui. Et puis, au moment même où rien ne semblait plus pouvoir freiner son ascension, il a disparu. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'un scandale, mais par choix délibéré. Voici l'histoire de la façon dont un serveur dyslexique, sans la moindre formation en arts martiaux, est devenu une icône de l'action, et pourquoi il a fini par tourner le dos à l'industrie même qu'il avait créée. Abonne-toi à la chaîne avant de plonger dans ce récit hors du commun. Le parcours de Michael Dudikoff vers la célébrité ne doit rien aux privilèges ni aux relations. Né le 8 octobre 1954 à Redondo Beach, en Californie, il est le quatrième d'une fratrie de 5 enfants, au sein d'une famille qui valorisait le travail acharné bien plus que les rêves hollywoodiens. Son père, chrétien orthodoxe russe dont les parents avaient émigré d'Europe de l'Est, avait servi dans l'armée avant de s'installer dans le sud de la Californie. Sa mère, Rita, pianiste canadienne-française originaire du Québec, apportait une touche de sensibilité artistique au foyer. Mais le jeune Michael doit très tôt affronter un obstacle qui aurait pu tout compromettre avant même de commencer. Diagnostiqué dyslexique dans son enfance, il se heurte constamment à la lecture et à l'école traditionnelle, là où d'autres enfants avançaient sans effort. Imagine devoir se battre pour que les mots sur une page cessent de danser et de se dérober à chaque fois que tu tentes de te concentrer, ce genre d'épreuve forge quelque chose en soi. Soit elle brise, soit elle enseigne que rien de précieux ne s'obtient facilement. Il obtient son diplôme au lycée Ouest de Torrance, mais cette expérience lui a appris une leçon précieuse, la persévérance. Plutôt que d'abandonner ses études, Dudikoff s'inscrit au Los Angeles Arbor College pour étudier la psychologie de l'enfant, un choix révélateur pour un jeune homme qui savait ce que signifiait se sentir différent, lutter, avoir besoin que quelqu'un croie en soi. Pour financer ses études, il travaille à Cedarus, un centre de réhabilitation pour jeunes en difficulté victimes de maltraitance, et sert des burgers et des frites au restaurant Beach Bamber de Redondo Beach, rêvant secrètement d'autre chose. La plupart des gens se seraient contentés de cette vie stable, utile aux autres. Mais quelque chose couvait sous la surface chez Dudikoff, quelque chose qu'il ne pouvait probablement même pas encore nommer. C'est dans ce restaurant que le destin est intervenu de la manière la plus inattendue. Un après-midi, un homme du nom de Max Evans entre déjeuner. Evans est rédacteur de mode pour le magazine Esquire, accompagné de quelques mannequins. En prenant leur commande, Dudikoff attire immédiatement son attention. Le physique athlétique, la mâchoire ciselée, le sourire éclatant qui semblait illuminer la pièce. Avant de partir, Evans lui propose de défiler lors d'un salon de mode à Newport Beach. Sa mère l'encourage à tenter l'expérience, et il accepte, non sans hésitation. Ce simple défilé ouvre des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Il signe avec l'agence Mary Webb Davis à Los Angeles et se retrouve soudain plongé dans l'univers de la haute couture. Calvin Klein s'intéresse à lui, GQ le met en couverture. En quelques années à peine, il voyage entre New York, Los Angeles et Milan, menant une existence qui aurait semblé impossible peu de temps auparavant. Le gamin dyslexique de Redondo Beach côtoyait désormais l'élite de la mode, son visage placardé dans tous les magazines. Mais le mannequinat ne lui suffit pas, Dudikoff a attrapé le virus du jeu d'acteur et commence à passer des castings publicitaires. Il décroche des spots pour la crème solaire Coppertone, où son visage bronzé et souriant devient familier à des millions de téléspectateurs, tourne une publicité pour la réserve de l'armée, et même des spots pour Coca-Cola au Japon. Les publicités mènent à la télévision. En 1978, il apparaît dans un épisode de Dallas, l'une des séries les plus regardées de l'époque. Peu après, il décroche un rôle dans Happy Days, celui du petit ami de Joanie, un personnage qui le fait connaître de millions de foyers américains. Le président des studios Paramount, présent dans le public lors d'un tournage, est si impressionné qu'il lui propose un contrat sur le champ. Tout au long du début des années 1980, Dudikoff continue d'étoffer son parcours avec des rôles modestes mais mémorables. Il apparaît dans Tron en 1982, ce classique culte de science-fiction. Il décroche un rôle principal dans une sitcom, incarnant un fils séduisant mais peu futé. La série ne dure qu'une saison, mais prouve qu'il peut porter un programme sur ses épaules. En 1984, il apparaît dans Bachelor Party aux côtés de Tom Hanks, dans le rôle de l'un des acolytes comiques. Dudikoff travaille régulièrement,
se forgeant petit à petit sa place dans les tranchées d'Hollywood, mais il reste un visage parmi tant d'autres. Il ne sait pas encore que tout est sur le point de basculer. En 1985, une société de production indépendante nommée Cannon Group prépare un film d'action mettant en scène un soldat américain doté de compétences de ninja. Le studio veut Chuck Norris pour le rôle principal. Norris, déjà star établi du genre, lit le scénario et refuse catégoriquement, selon certaines sources, il ne souhaitait pas porter un masque couvrant son visage pendant tout le film. Leur premier choix écarté, Cannon lance alors une recherche mondiale pour trouver son ninja américain. Plus de 400 acteurs auditionnent pour le rôle. Cascadeurs, artistes martiaux, inconnus et aspirants se disputent le rôle du soldat Joe Armstrong. Et puis les producteurs découvrent Michael Dudikoff. Voici où l'histoire devient franchement folle, il n'avait absolument aucune formation en arts martiaux. 0. Jamais étudié le karaté, jamais donné un coup de poing dans un dojo, jamais exécuté le moindre coup de pied retourné. Mais il était athlétique, charismatique, doté d'une présence qui ne s'enseignait pas. Le producteur Menahem Golan, flamboyant magnate israélien à la tête de Cannon Film, voit en lui quelque chose de spécial et proclame haut et fort que Dudikoff sera le prochain James Dean, une affirmation qui paraissait absurde à l'époque, l'acteur étant surtout connu pour des rôles comiques. Le seul problème restait son absence totale d'expérience martiale. Le chorégraphe de combat Mike Stone, champion de karaté accompli, assure au producteur que Dudikoff peut apprendre. Il le soumet à un entraînement intensif, et Dudikoff s'y attelle avec la même détermination que celle qui lui avait permis de surmonter sa dyslexie, absorbant les techniques, répétant les mouvements jusqu'à l'épuisement, se transformant en un temps record en héros d'action crédible. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qui allait suivre. American Ninja entre en tournage avec un budget modeste d'1 million de dollars, aux Philippines, dans des conditions brutales. Des années plus tard, dans une interview accordée à des médias allemands, Dudikoff révèle un détail choquant sur ce tournage. Durant les scènes de combat les plus intenses, il transpirait abondamment, visiblement trempé à l'écran, la raison étant qu'il avait contracté le paludisme pendant le tournage. Prends un instant pour y penser. Pendant qu'une maladie grave ravageait littéralement son corps, il apprenait simultanément les arts martiaux sur le tas tout en exécutant des séquences d'action complexes. La plupart des gens auraient tout arrêté, exigé de rentrer, attendu de guérir. Dudikoff a persévéré, et cela se voit à l'écran. American Ninja sort en salle et devient un véritable phénomène, rapportant plus de 10 millions de dollars sur le seul territoire national, 10 fois son budget, et encore davantage à l'international. Le public ne se lasse pas de ce soldat Joe Armstrong, taciturne et amnésique, aux mystérieuses compétences de ninja, affrontant seul toute une organisation criminelle. Le film lance une franchise qui comptera au final 5 volets et consacre définitivement Dudikoff comme star de l'action. Du jour au lendemain, il passe du statut d'acteur en difficulté à celui de poulain doré de Cannon Film. Le studio l'associe à l'acteur Steve James, qui incarne son partenaire Curtis Jackson dans le film. Leur alchimie à l'écran est électrique, authentique, impossible à feindre. Ils tourneront ensemble 3 films, et leur amitié, en dehors des caméras, deviendra l'une des relations les plus importantes de la vie de Dudikoff. 2 hommes traversant ensemble la folie du cinéma d'action à petit budget, se soutenant mutuellement, à l'écran comme dans la vie. Fort du succès d'American Ninja, Cannon Film multiplie les promesses envers Dudikoff, et c'est ici que l'histoire prend un tournant plus sombre. Menahem Golan, connu pour sa personnalité démesurée et son habitude de conclure des accords sur un coin de nappe, lui promet la grandeur. On allait faire de lui Spider-Man, on allait faire de lui Superman, on allait l'associer à Charles Bronson, l'une des plus grandes stars de l'action de l'époque, dans un grand film de studio. Dudikoff signe un contrat de 7 films avec Cannon en 1987, persuadé d'être au seuil de la superstardom. Il attend le scénario de Spider-Man. Il attend l'appel pour Superman. Il attend cette collaboration avec Bronson soi-disant en préparation. Imagine ce que cela fait à quelqu'un. On te promet d'incarner Superman, l'un des personnages les plus iconiques de la culture populaire, on te promet Spider-Man. Ce ne sont pas de petites promesses en l'air, ce sont des opportunités qui définissent une carrière entière, et tu y crois, parce que pourquoi te mentirait-on? Mais rien de tout cela ne se concrétise jamais. Cannon acquiert bien les droits de Superman et produit Superman 4, The Quest for Peace en 1987, mais le rôle est confié à Christopher Reeve et non à Dudikoff. Le film, désastre critique et commercial, contribue même à couler financièrement le studio. Plutôt que des blockbusters de super-héros, Dudikoff se retrouve à enchaîner des films d'action à petit budget pour Cannon.
Il tourne American Ninja 2 en 1987, Avenging Force en 1986, retrouvant Steve James dans un film abordant le racisme et la suprématie blanche, puis Platoon Leader en 1988, un drame sur la guerre du Vietnam. Ces films sont solides, divertissants, trouvent leur public en VHS, mais ce ne sont pas les rôles qui définissent une carrière qu'on lui avait promis. Il commence à se demander si Cannon n'avait jamais vu en lui rien de plus qu'un homme en masque, un corps destiné à donner des coups de pied et à vendre des affiches. Ce qui l'avait rendu célèbre était devenu une cage, et les murs se resserraient autour de lui. Pendant ce temps, Cannon Film implose littéralement. Golan et Globus s'étaient démesurément surextendus, produisant plus de 40 films par an, allant du film de ninja aux productions plus prestigieuses. Superman 4 fait un four. Over the Top, le projet personnel de Sylvester Stallone sur le bras de fer, s'effondre. Le budget de Master of the Universe est amputé en pleine production. Le studio saigne financièrement, et à la fin de la décennie, Cannon, c'est essentiellement terminé pour Dudikoff. Regarder Cannon s'effondrer, c'était regarder toutes ses promesses brisées se volatiliser. Le rôle de Spider-Man envolé, celui de Superman qui n'avait jamais vraiment existé, la collaboration avec Bronson réduite à un fantasme. On lui avait menti, on l'avait fait patienter, on avait entretenu sa loyauté avec des mots qui ne signifiaient rien, et le pire, c'est qu'il y avait cru. En 1989, on lui propose American Ninja 3, Blue Dint, de l'argent facile, une nouvelle entrée dans la franchise qui l'avait rendu célèbre. Mais Dudikoff fait quelque chose qui stupéfie le studio, il refuse. Ses raisons en disent long sur son caractère. D'abord, il ne voulait pas être définitivement enfermé dans les films d'arts martiaux, alors qu'il tentait de percer dans d'autres genres, accepter un nouveau film de ninja lui semblait céder à la cage. Mais il y avait une seconde raison, plus profonde encore. Le tournage d'American Ninja 3 devait se dérouler en Afrique du Sud, et Dudikoff s'opposait fermement au régime de l'apartheid encore en vigueur dans le pays à cette époque. Il refuse de travailler dans une nation bâtie sur l'oppression raciale, même au prix d'un cachet garanti. Pense à ce que cette décision lui a coûté, alors même qu'il tentait de prouver qu'il était plus qu'une simple star de l'action. À un moment où les promesses brisées s'accumulaient et où l'avenir de sa carrière restait incertain, il a dit non, par principe. Le rôle revient à David Bradley, et le film, privé du charisme de Dudikoff, ne rencontre qu'un succès mitigé. Michael revient pour American Ninja 4 en 1991, mais il est clair que son cœur n'y est plus vraiment. Durant toute cette période, l'amitié entre Dudikoff et Steve James reste l'une des constantes de sa vie, un lien authentique, bien au-delà de leur simple partenariat à l'écran. James était souvent relégué au rôle de second, malgré le fait qu'il soit, de l'avis de beaucoup, un meilleur acteur et un meilleur combattant que les têtes d'affiche qu'il soutenait. Mais en 1993, le drame frappe. Steve James décède d'un cancer du pancréas, à seulement 41 ans. La nouvelle dévaste Dudikoff, qui porte le cercueil de son ami lors des funérailles, l'homme qui avait été à ses côtés dans certains des moments les plus importants de sa carrière. Cette perte le touche bien au-delà du cadre professionnel. C'était son frère, son partenaire, celui qui comprenait ce que signifiait être piégé dans la machine à films de série B d'Hollywood. Et maintenant, il n'était plus là, emporté bien trop jeune par une maladie qui ne lui avait laissé aucune chance de se battre. Dudikoff commence alors à se poser des questions profondes. Que faisait-il de sa vie? Tout cela avait-il un sens? Les années 1990 le voient continuer à tourner des films d'action, mais la qualité et les budgets ne cessent de se réduire. Il enchaîne Soldier Boys, Bounty Hunter, Strategic Command, Black Thunder, la plupart sortis directement en vidéo. En 1993, il décroche le rôle principal de la série télévisée d'action Cobra, qui ne durera que 22 épisodes avant d'être annulé. Son dernier film pour Cannon, Chain of Command, sort en 1994, marquant la fin d'une époque. En 2002, il incarne pour la première fois un méchant dans Gale Force, une rupture avec ses rôles héroïques habituels, mais le film passe presque inaperçu. Et puis Michael Dudikoff fait quelque chose qui choque à la fois ses fans et l'industrie tout entière, il s'en va. Sa disparition n'a rien de spectaculaire, aucun communiqué de presse, il cesse simplement d'accepter des rôles et se reconvertit dans l'immobilier. Il avait passé des années à observer les promesses brisées d'Hollywood, à voir comment cette industrie broyait les gens avant de les recracher. Il avait perdu son ami proche Steve James, avait été catalogué, sous-exploité, écarté des rôles qu'on lui avait pourtant assuré être son destin. En 2004, il épouse une femme prénommée Belle et ensemble, ils fondent une famille de 3 enfants. Dudikoff se consacre à son rôle de père avec la même intensité qu'il mettait autrefois dans ses cascades.
Il achète et rénove des propriétés, bâtit un portefeuille immobilier solide, et trouve une stabilité financière loin de l'industrie du divertissement. Il s'installe à Palo Verde State, en Californie, menant une existence paisible, à des années-lumière de son passé de héros d'action. Dans des interviews données des années plus tard, il évoquera ses réveils à 5 heures du matin pour préparer ses enfants à l'école, s'assurer qu'ils étaient prêts, être simplement présents dans leur vie. Pour quelqu'un ayant passé son enfance à lutter contre la dyslexie et à se battre pour être vu, être présent pour ses enfants représentait tout. Il avait échappé à la cage que Hollywood lui avait construite et il l'avait fait selon ses propres termes. Pendant plus d'une décennie, Michael Dudikoff disparaît pratiquement du paysage hollywoodien. Les fans se demandent ce qu'il est devenu, lui qui aurait pu être Superman. Mais en 2014, 2 documentaires concurrents consacrés à Canon Film entrent en production, et tous deux souhaitent l'interviewer. Il accepte, apparaissant devant la caméra pour évoquer les jours de gloire, les promesses brisées, et cette aventure folle qu'était le travail auprès de Golan et Globus. En visionnant ces interviews, on perçoit quelque chose dans son regard, pas exactement de l'amertume, mais une forme de lucidité tranquille. Il avait compris ce qui lui était arrivé, compris les règles du jeu, et avait fait la paix avec tout cela. En 2015, Dudikoff renoue avec le jeu d'acteur, dans un second rôle pour Navy SEAL vs. Zombies. Ce n'est ni un rôle principal, ni un projet prestigieux, mais il en profite pleinement. En 2018, il apparaît dans Fury of the Fist and the Golden Fleece. Mais ce qui excite véritablement ses fans, c'est une révélation faite en interview, il a écrit un scénario pour un nouveau film American Ninja. Selon lui, le personnage de Joe Armstrong a encore de belles années devant lui, il a imaginé comment poursuivre son histoire des décennies plus tard, pour une nouvelle génération de spectateurs. Il a présenté ce scénario à plusieurs reprises, mais personne n'a encore mordu à l'hameçon. Hollywood, semble-t-il, ne s'intéresse toujours pas à rendre justice à Michael Dudikoff. Il a également exprimé son envie de rejoindre la franchise Expandable, retrouvailles idéales avec le genre qui l'a rendu célèbre. Mais là encore, l'appel ne vient jamais. Sylvester Stallone a rassemblé Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme et Wesley Snipes, mais l'American Ninja reste sur le pas de la porte, à regarder de l'extérieur. On peut se demander ce qui traverse son esprit en voyant ces films, en observant d'autres stars de l'action de son époque savourer leur tour d'honneur, pendant que lui attend toujours qu'on daigne le rappeler. Aujourd'hui, Michael Dudikoff a 70 ans et vit en Californie avec sa famille. Sa fortune personnelle est estimée à environ 1,5 million de dollars, confortable, mais bien loin de ce qu'il aurait pu gagner si ses rôles de super-héros s'étaient concrétisés. Il reste actif sur les réseaux sociaux, en contact avec des fans qui se souviennent encore de lui avec affection. Ses films des années 1980 et 1990 connaissent une seconde vie sur les plateformes de streaming, redécouverts par des collectionneurs et des passionnés de nostalgie qui retrouvent le charme de ces films d'action à petit budget. American Ninja demeure un classique culte, régulièrement cité parmi les meilleurs films d'action de série B jamais réalisés. Et si Dudikoff n'est jamais devenu la star de premier plan qu'on lui avait promise, il a peut-être accompli quelque chose de plus précieux encore. Il a échappé à Hollywood selon ses propres conditions. L'histoire de Michael Dudikoff ne parle pas seulement de promesses brisées. Elle raconte ce qui se passe lorsqu'on réalise que le rêve qu'on t'a vendu n'a jamais été réel, et qu'il faut alors décider qui l'on veut vraiment être. Il fut l'enfant dyslexique devenu mannequin, le mannequin devenu star de l'action, et la star de l'action qui a tourné le dos à une industrie incapable de tenir ses promesses. On lui avait promis Spider-Man et Superman, il est devenu l'American Ninja. Il est resté fidèle à ses principes, refusant de travailler dans l'Afrique du Sud de l'apartheid alors qu'il aurait été si simple d'accepter l'argent facile. Il fut un ami dévoué, portant le cercueil de Steve James, pleurant un frère parti bien trop tôt. Et lorsque Hollywood n'avait plus rien d'autre à lui offrir que des rendements décroissants et l'anonymat des sorties directes en vidéo, il a choisi sa famille et sa dignité plutôt que de s'accrocher désespérément à une gloire déclinante. Cela demande un tout autre genre de courage, celui qu'aucun chorégraphe de combat ne peut enseigner. Michael Dudikoff n'est jamais devenu Superman ni Spider-Man. Il est devenu quelque chose de peut-être plus intéressant encore, l'American Ninja qui a disparu, non pas parce qu'Hollywood l'avait détruit, mais parce qu'il a refusé de le laisser faire. Et quelque part en Californie, il garde toujours ce scénario, convaincu que Joe Armstrong a encore un dernier combat à mener. Si cette histoire t'a marqué, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi surprenants venus des coulisses d'Hollywood.